le magazine Hauts-de-France Business. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme chaque semaine, chaque mardi, on s'intéresse aux entreprises du Nord et du Pas-de-Calais. La crise de l'énergie qui monopolise évidemment l'attention des sociétés, y compris des brasseries nordistes confrontées également à la hausse des matières premières comme le verre. La brasserie du Pays Flamand basée à Merville développe un nouvel emballage, la canette. On en parle avec Mathieu Le Sen, cofondateur de la brasserie. Bonsoir. Bonsoir. Merci Bonsoir beaucoup d'être avec nous et pour nous accompagner, bien sûr, Jeanne Magnan du Journal des Entreprises. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Marie, bonsoir Monsieur Le Sen. Bonsoir Jeanne. Du verre à la canette, on en parle donc ensemble. Cette accélération donc, du passage à la canette, c'est une conséquence directe de la crise en Ukraine? C'est une conséquence qui a été un petit peu anticipée par notre bilan carbone, où on s'est rendu compte que le poids du verre pesait énormément dans nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, l'une des alternatives, c'était effectivement l'utilisation de la canette alu, dont le point de fusion est beaucoup plus bas que la bouteille. Si je donne un comparatif, une canette fond à 500 degrés, donc il faut 500 degrés pour produire une canette en alu, et il en faut 1500 pour produire une bouteille en verre. Donc vous imaginez tout de suite l'impact que ça peut avoir en termes d'énergie. Et là, on est dans le cœur du... On est en plein dedans, ouais, tout à fait. Les prix du verre qui continuent de flamber ou pas en ce moment? Complètement. Pas de ralentissement? Non, pas de ralentissement. Là, on est à plus de 50% de hausse sur le prix du verre, qui représente quand même une part importante du prix de vente pour le consommateur. Et on parle aussi de pénurie, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal à s'approvisionner. Et donc les avantages de la canette dans cette situation, c'est donc plus facile à fabriquer, plus légère à transporter. C'est ça, donc en fait ça améliore nettement notre bilan carbone parce que effectivement déjà dès la fabrication, dès la conception, il faut moins d'énergie. On transporte plus de contenants que de contenu, contrairement à la bouteille. La bouteille est lourde et en plus ça change rien à la qualité de la bière. Donc en fait il y a plusieurs avantages. C'est pas l'idéal puisqu'en fait il y a aussi on utilise de l'aluminium, on utilise des terres rares, etc. Donc c'est pas l'idéal, mais en tout cas ça répond aujourd'hui à une obligation de résilience de notre entreprise de pouvoir trouver un contenant alternatif à la bouteille en verre. Vous avez transformé un peu votre chaîne de fabrication du coup dans les ateliers. Est-ce que c'est vraiment un basculement ou en tout cas un petit chamboulement pour vous? C'est un petit chamboulement. On a agrandi la brasserie là cet été. On a fait des gros investissements en fin de compte pour acheter une encanneuse, c'est comme ça qu'on dit. Combien? Le prix? Oui. 250 000 euros, plus après, on a fait des investissements à hauteur de plus de 4 millions cet été, donc un nouveau bâtiment, des nouvelles chaînes, et rien que sur l'encanneuse, c'est plus de 200 000 euros effectivement qui ont été focalisés sur ce contenant. Et c'est quelque chose qui était prévu à moyen terme dans vos plans c'est un gros changement de culture de passer de la bouteille à la canette pour vous et pour vos consommateurs peut-être? Alors surtout pour le consommateur, nous en fait on a déjà cette habitude-là. Alors quand on regarde un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis, ils ont cette culture de la canette, pour plein de raisons. Vous savez que c'est le pays des bières IPA, donc les bières houblonnées, et il se trouve que dans ces canettes, le houblon est plutôt mieux conservé. Donc ils ont cette culture de la canette, mais aujourd'hui il y a ce côté plutôt péjoratif de la canette. Je pense. J'allais vous relancer là-dessus. C'est vrai que en magasin, ça change quand même beaucoup. Ça change. Comment réagissent les consommateurs? Aujourd'hui, c'est dur. On essaye d'évangéliser entre guillemets ce changement de culture parce qu'en plus dans le Nord, vous imaginez bien, on est sur la bouteille 75, qui se partage. Là, effectivement, il faut avoir en tête qu'il y ait cet emballage un peu différent, mais qui a quand même pas mal d'avantages, notamment sur le côté nomade, c'est-à-dire qu'on ramène sa petite bouteille. Elle refroidit plus vite dans le frigo, ça compte aussi dans le bilan carbone, ça. Elle refroidit plus vite dans le frigo et puis elle se balade un peu mieux. Et sur le format, vous êtes parti sur 44 centilitres, c'est ça? Oui. C'est ni 33 ni 50. C'est ça. C'est le vôtre? Alors c'est un choix parce que 50 ça paraît beaucoup pour une consommation solo, on va dire. Et en même temps ça peut se partager. 44 c'est 2 fois 22, c'est presque un demi, donc un demi 25 centilitres. Donc ça nous paraissait être le bon format, quoi, entre une consommation solo et de partage. Et donc à terme, ce sera 10% de votre chiffre d'affaires qui sera tiré des canettes? C'est ça. C'est notre objectif effectivement mais encore une fois, c'est d'être résilient et d'avoir plusieurs alternatives. C'est de dire si demain il n'y a plus de verre, ça représentera peut-être un peu plus, mais effectivement la visée c'est au moins 10% de notre chiffre d'affaires.
Le réemploi des bouteilles, ça c'est une solution à laquelle vous pensez aussi? Bien sûr, c'est une finalité. Je pense qu'il y a, enfin voilà, on est il faut être agile aujourd'hui dans nos entreprises, et le réemploi me semble être une excellente solution. Ça se fait déjà chez vos concurrents ou d'autres brasseries ailleurs en France ou pas? Alors ça se fait surtout en Belgique, nos voisins, c'est à moins de 20 km d'ici, donc ils le pratiquent déjà depuis très longtemps. Et aujourd'hui, il y a des vraies alternatives, il y a des vraies initiatives qui sont prises, dans lesquelles on est partie prenante aussi. Je pense au Fourgon, qui est un de nos bons clients. Il y a Ola Consigne, dans lequel on est partie prenante et sur lequel on est sur le point de pouvoir commencer à laver les bouteilles chez eux ici dans le Nord. Et puis la déconsigne pour la partie récupération de bouteilles. Donc vous voyez qu'on est en train de mettre en place, un écosystème est en train de se mettre en place sur le réemploi. C'est pour quand cet objectif-là Le plus vite possible. 2023, ça fait partie du chantier. Ouais, on aimerait bien. Là, dès mars-avril, la consigne devrait être opérationnelle pour pouvoir laver les bouteilles. Là, on commence déjà à faire des essais. Donc avec un prestataire, du coup. Un prestataire, mais dans lequel on est associé. Donc c'est un prestataire qu'on surveille de près. En interne. Voilà, presque. Ouais, tout à fait. Et on évoquait donc les 4,5 millions d'investissements de 2022, 2023. Oui. Il y a déjà des gros sujets sur la table? Alors, moins, forcément, on fait attention. On était parti dans une dynamique assez forte après les médailles au concours, aux différents concours. Donc, on était hors sol. Mais là, on dirait, la crise nous appelle à la modération. Voilà, pour mon métier, c'est important, la modération. Mais en tout cas, oui, on a une ligne aujourd'hui d'1 million d'euros qui se focalise sur un 5e vaisseau, donc dans le bloc chaud, c'est-à-dire au cœur de la production, on rajoute une cuve pour éviter le travail de nuit, donc pour améliorer les conditions de travail de nos collaborateurs. Voilà. Et justement, la Nosteki qui a été reconnue, médaillée, oui. Est-ce qu'il y a une influence directe sur les ventes, sur le chiffre d'affaires? Ça a été énorme, ça a été même incroyable. Voilà. Championne du monde, c'est ça? Championne du monde, évidemment. Vous l'êtes en tout cas. C'est ça. Oui. On a 3 étoiles. On aurait. Bref. En tout cas, non, ça a été fulgurant. Au plus fort, j'avais un taux de service, donc c'est-à-dire un taux de rupture de 50%. Vous imaginez, c'est-à-dire que je pouvais vendre 2 fois plus que ma capacité de production, parce que chez nous, ce qui est important, ça reste la qualité. On n'allait pas, faire n'importe quoi. Donc non, ça a été une période compliquée. Victime de son succès, comme on dit. C'est redescendu grâce aux investissements dont on parlait à l'instant là. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Merci. Pour la suite du magazine. Bonheur. Le journal des entreprises est le tout premier numéro de l'année 2023, Jeanne. Oui, le numéro vient de sortir et on y parle d'un autre champion régional dans un autre genre, mais peu connu. Celui-là, c'est Ingredia. C'est un groupe coopératif laitier basé à Arras qui vient d'inaugurer une nouvelle usine à Saint-Paul-sur-Ternoise et il est spécialisé dans le cracking du lait, c'est-à-dire en fait il décompose le lait en différents ingrédients qui ont tous des usages et des vertus différents. Donc un savoir-faire très pointu, reconnu dans le monde entier, puisque Ingredia réalise plus de la moitié de ses 373 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'export. L'entreprise investit de façon importante pour améliorer sa productivité d'une part et réduire son impact carbone d'autre part. Vous nous parlez également d'industrie de luxe dans ce numéro. Oui, dans un autre registre, notre enquête porte ce mois-ci sur l'industrie du luxe. Alors dans les Hauts-de-France, on n'a pas forcément une image très glamour, mais en fait, il y a tout un réseau d'industriels qui ont un savoir-faire vraiment très pointu et très recherché par les grandes maisons parisiennes du luxe. On a dans le verre, le cuir, le textile, le mobilier. Ils sont nombreux à se développer et emploient environ 12 000 personnes dans la région. Et dans la majorité des cas, ce sont des entreprises qui vont très bien parce que le marché du luxe est en plein boom. Merci beaucoup, Jeanne. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hauts-de-France Business. Merci d'avoir été avec nous, la brasserie du pays flamand. Demain, votre magazine Emploi, comme chaque semaine également.